Question 1. Certains systèmes permettent de déverrouiller une voiture sans clé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a certains systèmes, donc oui, qui permettent de déverrouiller, donc ça veut dire d'ouvrir la voiture sans utiliser de clé. Donc on met, voilà, c'est ce qu'on appelle des petites cartes. Il suffit de les avoir uniquement à portée du véhicule, donc par exemple dans la poche. La voiture détecte la présence de cette clé, de cette carte, et la voiture s'ouvre. Il y a juste besoin d'ouvrir la portière, et il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a certains systèmes qui permettent de déverrouiller sans clé. Donc bonne réponse A. Question 2. Tous les véhicules sont équipés d'une roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois vérifier régulièrement sa pression. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tous les véhicules donc ne sont pas équipés d'une roue de secours. C'est pas un élément qui est obligatoire dans une voiture. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un moyen donc de lutte entre guillemets contre la crevaison. Donc par exemple, si on n'est pas équipé de roue de secours, il faut avoir donc ce qu'on appelle par exemple une bombe anti-crevaison. Donc non, tous les véhicules n'ont pas obligatoirement une roue de secours. Alors par contre, forcément, si j'ai une roue de secours, il va falloir vérifier régulièrement sa pression. Parce que même si elle ne roule pas, la pression peut donc diminuer de cette roue de secours. Donc oui, si on en est équipé, il faut vérifier sa pression. Donc tous les véhicules n'ont pas de roue de secours B, mais il faut vérifier sa pression. Donc B et C. Question 3. Ce véhicule représente une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ce véhicule qui est stationné ici sur le bord de la route, donc qu'est-ce qui représente une zone d'incertitude? Donc une zone d'incertitude, c'est un endroit où on n'est pas sûr forcément de quelque chose, il peut se passer. Alors ce véhicule, on voit bien qu'il a mis son clignotant donc gauche. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Il peut tout d'un coup vouloir s'engager. Surtout que ce véhicule, on peut voir qu'il n'a pas rabattu mis son rétroviseur comme il faut. Donc si il tourne pas la tête dans son angle mort pour regarder derrière, il peut ne pas nous apercevoir. Donc oui, on n'est pas sûr et certain de ce que va faire ce véhicule, donc ça représente une zone d'incertitude. Et du coup, forcément, comme on n'est pas sûr du comportement de ce véhicule, hein, comme on vient de le voir, il peut tout d'un coup s'engager, donc bien sûr, je vais ralentir. Donc bonne réponse A et C. Question 4. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, est-ce que je vais dépasser ce cycliste? Donc, il y a plusieurs choses avant d'effectuer un dépassement qu'il faut vérifier. Déjà, est-ce que j'ai le droit de dépasser? Donc là, il n'y a aucun souci de marquage, de signalisation, de panneau qui m'interdit de dépasser. Ensuite, il faut vérifier si forcément il y a quelqu'un qui arrive en face et si le dépassement forcément est possible par rapport à la circulation qui arrive en sens inverse. Donc là, on peut apercevoir un véhicule blanc qui arrive en face de nous. Alors même si par rapport à ce cycliste, le dépassement sera assez rapide, le problème quand même, le temps que je dépasse, ce véhicule forcément va se rapprocher. Et là, même s'il est relativement loin, je n'ai pas assez de temps pour dépasser et me rabattre sans gêner ce véhicule. Si là je me lance dans le dépassement, là on voit très bien que ce véhicule sera obligé de ralentir à cause de nous. Donc on ne dépasse pas à cause du véhicule qui arrive en face. Donc bonne réponse B. Question 5. L'AFU, aide au freinage d'urgence, permet de raccourcir les distances de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, donc à quoi il sert? Donc il sert lorsqu'on freine en cas d'urgence, ça porte bien son nom. Donc ça permet de renforcer le frein, c'est-à-dire de freiner le plus fort possible. Donc ça aide le conducteur à enfoncer le plus fortement possible la pédale de frein. Puisque qu'en cas d'urgence, il faut freiner le plus fort possible pour s'arrêter le plus tôt possible. Donc, est-ce que ça permet de raccourcir les distances de freinage? Donc non. Hein, par rapport à quelqu'un, donc on va comparer deux véhicules, un véhicule qui est équipé de l'AFU et un autre véhicule qui n'est pas équipé de l'AFU. Si les deux personnes freinent le plus fort possible, il n'y a pas une voiture qui va freiner, qui va raccourcir sa distance de freinage par rapport à l'autre. Hein. C'est juste un système qui va aider le conducteur à freiner très fort. Mais si on est habitué en cas d'urgence à freiner très fort, entre guillemets, l'AFU va pas être d'une grande aide. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est si l'AFU s'enclenche, ça allume aussi les feux de détresse pour prévenir ceux de derrière qu'on est en freinage d'urgence. Donc voilà, mais je vous rappelle, sinon il n'y a rien qui raccourcit les distances de freinage. Tout ce qui est électronique ne peut pas aider le véhicule à mieux freiner. Donc bonne réponse B. Question 6. Avant de quitter mon véhicule, je m'assure de la fermeture des vitres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du verrouillage des portes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors avant de quitter mon véhicule, avant de le laisser, alors bien sûr il faut s'assurer que toutes les vitres du véhicule sont bien fermées pour éviter forcément des vols, hein, soit dans le véhicule ou carrément du véhicule en lui-même. Et forcément aussi la bonne fermeture, le bon verrouillage des portes aussi, bien sûr. Donc bonne réponse A et C. Question 7. Le port de lunettes de soleil à verre polarisant limite l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est interdit pour conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, les lunettes de soleil, donc forcément, ça évite l'éblouissement. Donc, surtout qu'on a le soleil de face. Donc, bien sûr, c'est conseillé même d'utiliser des lunettes de soleil pour éviter l'éblouissement. C'est le but. Donc, bonne réponse A. Est-ce que c'est interdit pour conduire? Donc non. Hein. Au contraire, forcément, quand on a du soleil face à nous, c'est même plutôt conseillé pour mieux y voir. Donc bonne réponse A et D. Ce n'est pas interdit. Question 8. Les pratiques les plus respectueuses de l'environnement sont circuler à vélo en ville, réponse A, l'autopartage, réponse B, la voiture pour les courts trajets, réponse C, le covoiturage, réponse D. Alors, est-ce que circuler à vélo en ville, donc forcément, est-ce que ça entraîne à respecter l'environnement? Donc oui, à vélo, on ne pollue pas, donc pas de souci pour circuler à vélo en ville. Alors l'autopartage, qu'est-ce que c'est l'autopartage? Donc on peut dire que c'est la location de voitures, mais à très courte durée. C'est-à-dire donc on va pas acheter une voiture, on va plutôt la louer lorsqu'on en a besoin. Par exemple, j'ai besoin d'aller faire les courses, je vais l'utiliser juste pour 1 heure, etc. Donc oui, l'autopartage contribue à respecter l'environnement parce que c'est moins de voitures. En fait, c'est une voiture pour plusieurs conducteurs. Donc on fabrique moins de voitures, du coup il y a moins de déchets ensuite, hein, forcément quand les voitures vont à la casse. Donc oui, aussi pour l'autopartage. Donc la voiture pour les courts trajets. Donc non, ça c'est pas vraiment en respect avec l'environnement. Donc pour les courts trajets, il faut mieux plutôt soit y aller à pied, éventuellement utiliser le vélo ou les transports en commun. Donc non, hein, surtout pas la voiture pour les courts trajets. Le covoiturage. Alors le covoiturage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est se regrouper pour faire le minimum de voitures. Par exemple, il y a 4 personnes qui souhaitent aller d'un endroit à un autre au même moment. Donc plutôt que prendre chacun sa voiture, il vaut plutôt se regrouper pour faire donc qu'une voiture. Et forcément, donc ça oui, ça respecte l'environnement puisqu'il y a moins de voitures qui vont circuler. Au lieu de 4 voitures, on n'a qu'une voiture qui va circuler. Donc moins de rejets polluants avec une voiture que avec 4 voitures. Donc voilà, petit rappel, l'autopartage, c'est la location de voitures à courte durée. Le covoiturage, c'est se regrouper pour faire le minimum de voitures. Donc bonne réponse A, B et D. Question 9. Je change de voie pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors donc sur cette question vidéo, donc on est sur une voie rapide. Donc surtout pour dépasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut vérifier toujours 3 choses. Première chose, si on a l'autorisation de dépasser. Ici on a les pointillés, donc pas de souci. Deuxième chose à vérifier, donc par rapport en face, par rapport à ce qui se passe, si éventuellement un véhicule qui pourrait arriver en face. Donc là c'est pas possible puisqu'on est sur voie rapide ou une autoroute et du coup on est en sens unique. Comment on le sait? Grâce à cette ligne blanche continue sur la gauche.
Et du coup, dernière chose qu'il faut regarder, c'est si derrière, il n'y a pas un véhicule qui nous dépasse. Donc comme là c'était une vidéo, il fallait bien regarder donc les rétros pour voir surtout ce qui se passait derrière. Et on peut voir que en regardant la vidéo, au moment où elle s'arrête, il y avait un véhicule qui est en train de nous dépasser, qui se situe à côté de nous dans l'angle mort. Du coup, comme on a un véhicule juste à côté, on ne change pas de voie tout de suite pour dépasser. Donc, bonne réponse, c'était B. Du coup, on va revisionner la vidéo pour revoir ce véhicule qui était derrière nous et qui nous dépasse. Donc, bonne réponse, B. Question 10. Les 2% d'automobilistes qui ne s'attachent pas représentent un tué sur 5, réponse A, un tué sur 10, réponse B. Alors généralement ce type de questions sur les pourcentages et les nombres, généralement donc il faut, si on hésite, il faut choisir donc le nombre entre guillemets le plus important. En fait, hein, il pose ces questions-là pour un petit peu nous alerter, nous choquer, voilà, hein, même si ça peut paraître beaucoup, voilà, c'est pour vraiment nous alerter, un petit peu nous choquer. C'est vrai que un tué sur 5, ça fait quand même pas mal. Donc bonne réponse A. Question 11. La vitesse a un effet sur le champ visuel exploitable. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse a un effet sur le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le champ exploitable, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, hein, quand on regarde droit devant soi, donc on voit entre guillemets toujours ce qui se passe à 180 degrés, on a un champ visuel de 180 degrés, mais en fait, notre cerveau va se concentrer juste sur une zone. Donc en fait, hein, tout ce qui va se passer sur les côtés, donc nos yeux forcément l'aperçoivent, mais le cerveau ne peut pas analyser ce qui se passe sur les côtés. Et plus on va rouler vite, plus ce champ visuel, donc ce qu'on appelle exploitable, le cerveau va se concentrer sur une plus petite zone, plus on va rouler vite. Donc oui, la vitesse a un effet sur le champ visuel exploitable. Donc oui. Est-ce que la vitesse a un effet sur le temps de réaction? Alors qu'est-ce que c'est le temps de réaction? C'est le temps qu'on met à réagir. Donc par exemple, là on suit un véhicule et tout d'un coup ce véhicule se met à freiner. Donc le temps de réaction, c'est à partir du moment qu'on va apercevoir ce véhicule qui freine, on va analyser, prendre une décision, donc se dire il faut que je freine aussi, jusqu'au moment où on va agir, on va appuyer sur la pédale de frein. Donc c'est ça le temps de réaction. Et en moyenne, le temps de réaction, il est d'une seconde. Donc qu'on roule à 2 km/h ou à 130 km/h, le temps de réaction sera toujours à peu près le même, environ une seconde. Donc la vitesse n'a pas un effet sur le temps de réaction. C'est pas plus je roule vite, plus mon temps de réaction sera long. Hein. Il est toujours à peu près pareil, d'une seconde. Donc bonne réponse A et D. Question numéro 12. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je viens de perdre un point sur mon permis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors nous avons ici donc ce qu'on appelle un radar pédagogique, donc il informe à la vitesse qu'on roule, et suivant si la vitesse est adaptée ou pas, on a aussi une couleur. Forcément quand c'est vert, c'est que la vitesse est bonne. Si c'est rouge, la vitesse n'est pas adaptée, on est en excès de vitesse. Donc là, c'est affiché en rouge, ça doit être éventuellement limité à 50 km/h, puisqu'on a l'air d'être en ville. Donc c'est pour ça que ça s'affiche en rouge. Du coup, on n'est pas à la bonne allure. Donc non, on doit être en excès de vitesse. Alors sur ce radar, donc je vous rappelle, c'est un radar pédagogique. Ça nous informe en plus que si jamais donc il y aurait réellement un vrai radar, on aurait perdu un point sur notre permis. Donc c'est un radar pédagogique, il est juste là pour informer. Il n'est pas là pour punir. Donc non, je ne perds pas un point sur mon permis. Par contre, je risque de perdre un point sur mon permis si je continue à rouler à cette allure. S'il y a vraiment un vrai radar plus loin, oui, je perdrai un point sur mon permis si je continue à la même allure. Donc bonne réponse, donc je suis à la bonne allure, non, mais je ne perds pas de points puisque c'est un radar pédagogique, il est là pour prévenir. B et D. Question 13. Pour l'efficacité de la ceinture de sécurité, je conduis sans manteau. Réponse A. Elle doit être à plat sur le corps. Réponse B. Elle est efficace qu'à partir de 30 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, la ceinture de sécurité. Donc oui, pour qu'elle soit efficace, il faut essayer de conduire sans manteau. Que la ceinture colle bien au corps. Et justement par rapport à ce corps, donc il faut bien que la ceinture soit bien à plat. Il ne faut pas qu'elle soit entortillée. Sinon, en cas de choc, ça risque donc l'efficacité de la ceinture, est moindre et on risque aussi de se couper si la ceinture est entortillée. Donc déjà, bonne réponse A et B. Donc je vous rappelle qu'on a ce type de questions. Il faut essayer de voir si chaque réponse est bonne. Là, on ne vous demande pas de choisir entre les deux. Donc oui, la A est bonne et la B est bonne aussi. Alors, est-ce qu'elle est efficace qu'à partir de 30 km/h? Ça veut dire qu'en dessous de 30 km/h, la ceinture entre guillemets de sécurité ne sert à rien. Donc bien sûr que si, même en dessous de 30 km/h, la ceinture de sécurité sert. Elle sert dès qu'on a une allure, dès qu'on avance. Même à 5 km/h, on se prend un mur, vous allez voir, ça va nous faire très mal. On va être quand même projeté. Si on passe de 5 km/h à 0, vous allez voir qu'on va être projeté. Donc même en dessous de 30 km/h, la ceinture est bien sûr efficace. Donc elle n'est pas efficace qu'à partir de 30 km/h. Donc B. Donc bonne réponse A, B et D. Question 14. La boîte de vitesse automatique est réservée aux personnes à mobilité réduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la boîte de vitesse automatique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une boîte de vitesse qui comporte des vitesses, mais les vitesses se passent toutes seules. C'est-à-dire que le conducteur n'a rien à faire. Et sur ce type de voiture, on a juste deux pédales, donc une pédale de frein et une pédale d'accélérateur. Donc il n'y a pas de pédale d'embrayage, c'est la voiture qui gère tout automatiquement. Donc est-ce qu'elle est réservée qu'aux personnes à mobilité réduite? Donc non. Alors c'est vrai que pour les personnes à mobilité réduite, si on a vraiment un handicap physique par rapport au passage de vitesse sur une boîte manuelle, c'est vrai que la boîte de vitesse automatique est l'idéal, mais elle n'est pas réservée qu'à ces personnes-là.
tout le monde peut conduire une voiture à boîte de vitesse automatique. Donc bonne réponse B. Question 15. Un verre d'alcool dans un bar équivaut à une alcoolémie d'environ 0,20 g par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce taux fait perdre 6 points à un jeune conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors un verre donc d'alcool dans un bar, donc ça soit n'importe quel verre, que ce soit un verre de whisky, une bière ou un verre de vin. Donc oui, ça équivaut à peu près environ à 0,20 g par litre de sang. Donc entre 0,20 et 0,30, voilà, à peu près. Donc je vous rappelle que oui, pour les jeunes conducteurs, donc c'est le taux à ne pas atteindre dans le sang, 0,20. Donc ce qui équivaut à un verre d'alcool. Du coup, pour un jeune conducteur, c'est 0 verre d'alcool. Même avec un verre, on dépasse le taux légal. Et si jamais donc un jeune conducteur donc forcément à ce taux-là, donc il entraîne une perte de 6 points. Et je vous rappelle qu'un jeune conducteur, dans sa première année, il a 6 points, et donc 6 moins 6, ça fait 0. Donc un jeune conducteur risque de perdre son permis. Donc oui, le jeune conducteur, il ne faut pas qu'il atteigne 0,20 dans le sang. Donc bonne réponse A et C. Question 16. Avant de sortir de mon véhicule, je contrôle uniquement le rétroviseur. Réponse A. Le rétroviseur et l'angle mort. Réponse B. Alors, avant de sortir mon véhicule, donc il faut que je vérifie si je peux, en toute sécurité, ouvrir ma portière. Donc pour ça, il faut vérifier s'il y a quelqu'un à côté de moi ou pas. Donc on va vérifier bien sûr le rétroviseur extérieur, mais il faut aussi tourner la tête pour vérifier l'angle mort. Vous voyez là, on a un véhicule qui est juste à côté de nous. Je ne l'aperçois pas dans le rétro, ce véhicule gris. Donc on aperçoit un véhicule vert, mais il est très loin. Le véhicule gris foncé qui est juste à côté, voilà, on ne l'aperçoit pas. Il faudrait tourner la tête pour l'apercevoir dans l'angle mort. Donc c'est le rétroviseur et l'angle mort. Réponse B. Question 17. En période probatoire, à partir de ces panneaux, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. Alors ici nous nous situons sur une voie rapide ou une autoroute. On le voit grâce au terre-plein central et qu'on est en sens unique. Donc sur ces routes-là, donc même si au pire des cas on est sur une voie rapide, une route à accès réglementé, donc c'est 110 km/h pour les conducteurs confirmés et 100 km/h pour les jeunes conducteurs. Donc c'est-à-dire en période de permis probatoire. Alors ici par contre on a une limitation à cause de travaux limitée à 90. Donc là la vitesse est rabaissée. Et quand c'est une vitesse rabaissée, elle est valable pour tout le monde. Par exemple sur route normale, au lieu de 80, c'est rabaissé à 70 par exemple. Donc 70 ce sera pour tout le monde
70. Donc là, ce qui est le cas, c'est une vitesse qui est rabaissée, donc tout le monde doit au maximum rouler à 90 km/h, que ce soit les conducteurs confirmés comme les conducteurs en période probatoire. Donc la vitesse est limitée à 90 km/h. Voilà, il ne faut pas confondre sur les routes normales où c'est rabaissé à 80 km/h. Donc ici, 90 pour tout le monde. Donc bonne réponse B. Question 18. Les motards sont autorisés à remonter les fils de voiture en cas de circulation fluide, réponse A, ralenti, réponse B, je leur facilite le passage, oui, réponse C, non, réponse D. Alors les motards dans certains départements, donc oui, sont autorisés à remonter les fils de voiture en circulation, c'est-à-dire comme ici, ils passent entre les véhicules. Par contre, ils ont le droit uniquement, forcément, quand la circulation est ralentie, forcément. Donc quand ça roule normalement, ce qu'on appelle une circulation fluide, forcément ils n'ont pas le droit de faire ça, ce serait trop dangereux. Donc seulement en circulation ralentie. Et bien sûr quand c'est le cas, on va leur faciliter le passage. On va se décaler légèrement sur la droite pour faciliter le passage à ces motards. Donc bonne réponse B et C. Question 19. Ce motard a oublié d'éteindre son feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les motards donc, ont toujours leur feu de croisement allumé, même en plein jour. Pourquoi? Ça permet de les différencier par rapport aux véhicules, aux voitures par exemple, normaux. Si je vois, par exemple, je suis en train de conduire et je vois un feu derrière moi, tout de suite, je vais y prêter plus attention qu'un véhicule forcément qui n'est pas allumé. Donc comme ça, on arrive mieux à repérer ces motards. Donc non, hein, même les motards, de jour, ils laissent leur feu de croisement allumé. Donc est-ce qu'il a oublié de l'éteindre? Donc non. Bonne réponse B. Question 20. Un stage de sécurité routière est obligatoire si un conducteur novice commet une infraction entraînant un retrait de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Alors pour un conducteur novice, donc je vous rappelle sinon, petite parenthèse, un conducteur confirmé, hein, qui n'est plus jeune permis, donc il effectue un stage quand bon lui semble. Par exemple, quelqu'un qui lui reste que 1 point sur son permis, il n'a pas envie d'effectuer un stage, c'est comme il veut. Forcément, il prend entre guillemets un très gros risque parce qu'un point, ça tient pas à grand chose. Mais voilà, on fait comme on veut si on est conducteur confirmé. Par contre, donc, si on est conducteur novice, c'est-à-dire qu'on est jeune conducteur, on a l'obligation d'effectuer un stage si on commet une infraction qui entraîne au moins 3 points. On parle bien sur une infraction. C'est pas si on perd 1 point, plus 1 point, plus 1 point, etc. Là, on parle bien sur une infraction. Donc forcément, c'est sur, entre guillemets, quand même les grosses infractions. Donc à partir de 3 points.
Donc un conducteur novice a l'obligation d'effectuer un stage s'il commet une infraction qui entraîne un retrait de 3 points, comme bien sûr une infraction qui entraîne un retrait de 4 points. En dessous, pareil, c'est à son bon vouloir. Donc bonne réponse, C et D. Question 21. Le rôle de l'AFU, aide au freinage d'urgence, est de diminuer la pression sur la pédale de frein, réponse A, d'augmenter la pression sur la pédale de frein, réponse B. Alors l'aide au freinage d'urgence, donc l'AFU, à quoi ça sert? Donc c'est en cas d'urgence. Donc ça permet d'augmenter bien sûr la pression sur la pédale de frein. Si ce serait l'inverse, de diminuer la pression, on ne freinerait pas assez fort et ce serait forcément très dangereux. Donc c'est plutôt d'augmenter la pression sur la pédale de frein pour freiner le plus fort possible. Donc bonne réponse B. Question 22. La circulation est fortement ralentie devant moi. Pour prendre la prochaine sortie, je peux me placer dans la voie libre à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la circulation devant moi, donc du coup, est fortement ralentie. On voit bien les véhicules freinent. Et je souhaite prendre du coup la prochaine sortie qui doit être un petit peu plus loin. Alors du coup, est-ce que je peux prendre la voie qui est libre à ma droite, c'est-à-dire cette voie-là? Donc cette voie-là, qu'est-ce que c'est? On la reconnaît grâce au long trait. Donc ici, c'est la bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence, on l'utilise qu'en cas d'urgence, en cas de panne, etc. Donc non, même si éventuellement la sortie est assez proche, je n'ai pas le droit de rouler sur une bande d'arrêt d'urgence. Dans ce cas-là, il faut être patient, ça va avancer. Voilà, mais on ne roule pas sur une bande d'arrêt d'urgence. Bonne réponse B. Question 23. Ce système Bluetooth est interdit? Réponse A. Autorisé? Réponse B. Toléré? Réponse C. Alors ce système Bluetooth, donc c'est ce qu'on appelle l'oreillette. Donc maintenant elle est interdite pour conduire. Pourquoi? Parce que donc l'oreillette, on entend moins bien ce qui se passe autour de nous. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui klaxonne, etc. On doit pouvoir très bien entendre ce qui se passe autour de notre véhicule. Donc le seul système donc, qui est autorisé Bluetooth, c'est le système donc, qui est embarqué dans les voitures. Donc on connecte le téléphone à la voiture et on entend dans les haut-parleurs du véhicule. Donc non, ce système est interdit et comme il est interdit, il n'est pas toléré. Donc bonne réponse A. Question 24. Ce piéton est prioritaire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors là, on arrive à une intersection, donc gérée par des feux tricolores. Donc si les véhicules ont des feux tricolores, c'est-à-dire les piétons ont des feux aussi. Donc si moi j'ai le feu vert, tous les passages piétons que je vais rencontrer sur ma route, les piétons forcément auront le petit bonhomme rouge, hein, ce qui est une obligation. Par contre attention, si on tourne à droite, le feu des voitures est rouge, donc le feu des piétons sur les autres routes seront verts. Mais par contre, donc ce piéton, est-ce qu'il est prioritaire? Donc non, moi j'ai le feu vert, donc ce piéton a obligatoirement son petit bonhomme rouge. Donc bien sûr, il n'est pas prioritaire. Est-ce que pour autant je vais klaxonner? Donc non, dans cette situation, il faut être courtois. Ok, il n'a pas à traverser, mais bon, c'est pas une raison à klaxonner. Je vous rappelle, le klaxon en ville, c'est seulement en cas de danger immédiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le danger autrement par le klaxon. Là, bien sûr, on peut éviter le danger. Il suffit de ralentir, de laisser passer ce piéton, et on reprend notre chemin. Donc on n'a pas à klaxonner. Donc ce piéton est prioritaire, donc non, mais je ne klaxonne pas. Bonne réponse, B et D. Question 25. Dans cette situation, le changement de voie à gauche est utile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, est-ce que le changement de voie sur la gauche est utile? Donc ici, on arrive à une voie d'insertion. Donc c'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui arrivent de notre droite et qui souhaitent s'insérer sur notre voie. Donc quand surtout il y a beaucoup de véhicules, bien sûr c'est utile de se positionner dans la voie de gauche, comme ça laisse libre cette voie de droite où ils souhaitent s'insérer. Donc bien sûr c'est très utile par rapport à ces véhicules qui souhaitent s'insérer. Du coup comme c'est utile, je vais forcément changer de voie. Par contre je vous rappelle, attention, avant de changer de voie, on vérifie si on peut le faire. Comment on peut vérifier ça? Dans les rétros. Donc dans ce rétro, aucun véhicule me dépasse. Le rétroviseur intérieur, aucun véhicule me dépasse. Donc oui, je peux changer de voie. Donc oui, c'est utile et je change de voie. Donc A et C. Question 26. Le panneau interdit l'arrêt dans la zone 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la zone 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ce panneau donc indique bien un arrêt et un stationnement interdit. Et c'est un rappel, donc je rappelle c'est valable avant et après le panneau. Alors quand on a un panneau de ce type, l'interdiction donc est sur la chaussée et sur l'accotement. Donc la chaussée, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle la route, là où on circule. Et l'accotement, donc c'est tout ce qui est en dehors de la route, donc soit le trottoir, soit l'herbe, etc. Donc oui, l'interdiction, elle est au niveau de la chaussée, donc notamment sur cette bande cyclable, et bien sûr aussi sur l'accotement. Donc même juste après le panneau ici, même si on pourrait croire qu'il y a un petit emplacement pour s'arrêter, le panneau l'interdit. Donc oui, c'est interdit dans la zone 1 comme dans la zone 2. Donc bonne réponse A et C. Question 27. Pour faire un court trajet et moins polluant, j'utilise
Le bus, réponse A. Le vélo, réponse B. Le scooter, réponse C. Alors pour faire un court trajet, donc c'est-à-dire forcément très peu de kilomètres, donc je vais utiliser de préférence. Alors le bus et surtout donc voilà, ce qui est important aussi c'est le moins polluant. Donc le bus, les transports en commun, donc c'est bien, mais c'est vrai que pour faire un court trajet, c'est pas forcément l'idéal. Et le problème du bus, c'est que ça pollue. Le scooter, donc le scooter, pareil, ça se faufile entre les voitures, etc. Mais ça pollue aussi, hein, puisque le bus comme le scooter ont des moteurs. Donc l'idéal, forcément, pour faire un court trajet et moins pollué, c'est bien sûr le vélo. Bonne réponse B. Question 28. Le premier sur les lieux d'un accident, je place mon véhicule. Du côté de l'accident, réponse A. De l'autre côté de l'accident, réponse B. De façon à ne pas gêner les secours, réponse C. Alors, si j'arrive le premier sur les lieux d'un accident, donc la première chose à faire, ça va être de protéger cet accident. C'est-à-dire, pourquoi protéger? Pour pas que, à cause de ce premier accident, qu'il engendre un autre accident. Forcément, pour pas déjà aggraver ce qui vient déjà de se passer. Alors pour protéger, donc si forcément j'ai un véhicule, je vais mettre mon véhicule forcément juste devant l'accident qui vient de se produire. Par exemple, si on a une personne à terre, il va falloir la protéger. Donc déjà, protéger en signalant. En signalant donc avec mon véhicule, je peux allumer les feux de détresse, puis mettre le triangle. Mais aussi voilà, pour protéger, si jamais il y a quelqu'un qui roule, on ne sait jamais trop sur la droite, on va préférer qu'il percute mon véhicule que plutôt éventuellement la personne qui pourrait être à terre. Donc ça c'est une question de logique, forcément je vais placer mon véhicule du côté de l'accident pour le protéger. Et ensuite forcément je vais mettre mon véhicule de façon à ne pas forcément gêner les secours, hein, bien sûr. Donc bonne réponse A et C. Question 29. S'arrêter pour laisser passer ce piéton présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on arrive à une intersection gérée par un feu tricolore qui se trouve au vert. Donc moi mon feu se trouve au vert, du coup les piétons qui vont croiser ma route auront forcément le petit bonhomme de couleur rouge. Du coup ce piéton n'est pas prioritaire. Du coup le fait de s'arrêter, forcément ça va occasionner un risque. Un risque lequel? Donc par rapport à ceux qui pourraient nous suivre derrière. Donc si on a un véhicule qui est derrière nous, est-ce qu'il va penser, comme le feu se trouve au vert, qu'on va s'arrêter? Donc non. Et du coup on risque de surprendre celui qui est derrière, et du coup son temps de réaction risque d'être très long, et le temps qu'il freine, qu'il réagisse, ça risque d'être trop tard. Donc il risque de nous percuter par l'arrière. Donc c'est pour ça c'est important de jamais s'arrêter, sauf cas exceptionnel, mais sinon on s'arrête jamais à un feu vert. On risque de surprendre celui qui se trouve derrière nous. Donc oui, laisser passer ce piéton présente un risque par rapport à ceux derrière nous. Donc bonne réponse A.
Question 30. Pour prendre la sortie, je garde la même allure. Réponse A. Je freine. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Alors ici, je souhaite prendre cette sortie. Donc pour prendre la sortie, donc on a une voie, ce qu'on appelle de décélération, qui va permettre de ralentir tranquillement pour ensuite tourner éventuellement au virage qu'on peut apercevoir. Alors comment savoir à quel moment je vais pouvoir surtout freiner? Alors ça, tout dépend de la circulation qu'on a derrière nous. Là malheureusement, on a un véhicule qui se trouve derrière nous, assez proche. Donc est-ce qu'on va freiner? Donc on ne freine pas tout de suite, sinon je risque de vraiment gêner ce véhicule. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Déjà, je vais me déporter dans cette voie. Alors par contre, ce qu'il faut voir aussi devant nous, c'est que c'est en train de ralentir devant nous. Donc il va falloir quand même ralentir dans cette situation. C'est vrai que l'idéal, ça aurait été de garder la même allure pour pas gêner celui qui est derrière. Et une fois placé dans cette voie de décélération, là éventuellement ralentir, freiner. Mais là, comme les véhicules devant nous se mettent à freiner, à ralentir, si je garde la même allure, je risque de les percuter. Donc là, je vais juste simplement ralentir, c'est-à-dire ralentir, c'est arrêter d'accélérer. En aucun cas, je vais freiner pour ne pas surprendre ni gêner celui qui est derrière. Et une fois que je serai vraiment entièrement dans la voie, là, je vais pouvoir freiner pour ralentir. Donc bonne réponse, C, je ralentis. Question 31. 90% des informations passent par la vue du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est le cerveau qui construit les images. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, un bon conducteur, donc forcément, la plupart des informations vont passer par la vue. Alors après, il y a d'autres sens, forcément, donc au niveau du son, voilà, si on entend un coup de klaxon, etc., une moto qui arrive très vite, voilà. Donc il y a d'autres sens, bien sûr, mais principalement, donc oui, 90% des informations liées à la conduite passent par la vue, bien sûr. Et forcément, donc les yeux aperçoivent des images, mais bien sûr, c'est le cerveau qui constitue les images. Donc c'est pour ça, il faut bien être attentif, pas être fatigué, etc., être en bonne condition physique pour justement bien construire ces images et pas faire de bêtises. Donc bonne réponse A et C. Question 32. Ces bosses sur les pneumatiques sont des hernies, réponse A, les témoins d'usure, réponse B, les repères des témoins d'usure, réponse C. Alors ces petites bosses elles sont situées donc sur la bande de roulement du pneu, c'est-à-dire où le pneu roule et en contact avec la route. C'est pas sur le côté du pneu. Alors à quoi servent ces petites bosses? Ça sert donc à savoir si le pneu est trop usé ou pas. C'est-à-dire donc que les rainures, les trous sculptés dans le pneu ne doivent pas
la hauteur ne doit pas être inférieure à 1 mm 6. Alors forcément, à vue d'œil, c'est pas évident de savoir si ça arrive à 1 mm 6 ou pas. Donc du coup, ces petites bosses, elles, sont situées à 1 mm 6. Donc faut pas que la hauteur de cette gomme-là arrive à la hauteur de cette petite bosse. Si ça arrive à la même hauteur, c'est que le pneu est trop usé. Et ces bosses donc sont forcément les témoins d'usure. C'est ces témoins qui, comme je viens de vous dire, peuvent dire si le pneu est trop usé ou pas. Donc des hernies, donc ça c'est des petites bosses, des petites bulles qui peuvent se former. Donc ça généralement c'est sur le flanc des pneus. Et le repère des témoins d'usure, donc ça c'est ce qu'on a sur les côtés. Donc c'est pour savoir justement où se trouvent ces témoins d'usure. Donc bonne réponse B. Question 33. Les distances de freinage sont raccourcies si mon véhicule est équipé de l'ABS. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'AFU. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors l'ABS, qu'est-ce que c'est? Donc l'ABS, c'est l'anti-blocage des roues. Donc ça sert lors d'un freinage, d'un gros freinage d'urgence. Ça sert à ne pas bloquer les roues et du coup de garder le contrôle de la trajectoire pour éviter que le véhicule dérape. L'AFU, donc c'est l'aide au freinage d'urgence. Ça permet donc de renforcer la pression sur la pédale de frein pour freiner le plus fort possible. Mais ces deux équipements ne permettent pas de raccourcir les distances de freinage. Donc tout ça c'est de l'électronique, il n'y a rien au niveau électronique qui va permettre de raccourcir les distances de freinage. On peut comparer un véhicule qui est équipé de l'ABS et l'AFU par rapport à un véhicule qui n'est pas équipé de ces systèmes, la distance de freinage sera la même. D'accord ? Donc c'est juste des gains de sécurité pour éviter surtout de déraper, de perdre le contrôle du véhicule. Donc B et D. Question 34. Pour avoir une éco-conduite, je m'arrête le plus souvent possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change mes vitesses le plus tard possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour avoir une éco-conduite, est-ce que je m'arrête le plus souvent possible? Donc non, c'est le contraire. Parce que le problème, quand on s'arrête, on doit forcément, logiquement, redémarrer. Et le problème, un démarrage consomme beaucoup de carburant. Donc il faut essayer de s'arrêter le moins souvent possible. Donc réponse B, je change mes vitesses le plus tard possible. Donc le problème, si je change mes vitesses assez tard, mon moteur va tourner très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est un moteur, plus il tourne vite, plus il va consommer de carburant. Donc c'est plutôt le contraire, on va essayer de changer les vitesses le plus tôt possible, pour que le moteur tourne entre guillemets le moins vite possible. Donc bonne réponse, c'était B et D. Question 35. Pour faire un long trajet, il faut s'installer correctement au volant, réponse A, s'informer du trafic, réponse B, prendre un repas copieux, réponse C, partir reposer, réponse D.
Alors, lors des longs trajets, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, s'installer correctement au volant, donc ça c'est tout le temps, hein, même si on fait un court trajet, il faut être bien installé, forcément au volant. S'informer du trafic, donc c'est mieux, hein, pour savoir donc s'il y a des bouchons, etc. Donc pour pouvoir partir forcément plus décontracté, justement éviter les bouchons pour que le trajet dure le moins longtemps possible. Donc oui, prendre un repas copieux, alors forcément pour conduire, surtout si on fait un long trajet, il faut quand même manger, mais pas prendre un repas copieux. Pourquoi? Parce que la digestion va être assez difficile et on sait bien que donc une bonne digestion, ça fatigue. Donc non, on prend un repas, on va dire, normal, mais pas un repas copieux. Et bien sûr, il faut mieux partir reposé, parce que partir fatigué, forcément, surtout pour un très long trajet, ça va être compliqué. Donc bonne réponse A, B et D. Question 36. Les objets situés sur la plage arrière présentent aucun risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils sont toujours arrêtés par les appuis-têtes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors les objets sur la plage arrière, donc la plage arrière, hein, c'est ce qu'on a au-dessus du coffre. Donc normalement les objets on les met dans le coffre, mais des fois ça arrive, il y a des gens qui mettent des objets justement au-dessus du coffre. Hein, c'est ce qu'on appelle sur la plage arrière. Derrière les appuis-têtes. Donc est-ce que ça présente aucun risque? Donc non, surtout pas. Ça présente bien sûr des risques. Des risques pourquoi? Si jamais donc on freine très fort, ces objets donc vont être projetés forcément vers l'avant. Donc et ils ne sont pas toujours forcément arrêtés par les appuis-têtes. Forcément s'il est juste derrière, pas de souci, mais un freinage et en même temps on tourne, les objets risquent aussi d'être projetés sur les côtés, en avant et sur les côtés. Donc ils sont pas forcément, même si on les met très bien derrière les appuis-têtes, ils sont pas toujours arrêtés forcément, bien sûr, par les appuis-têtes. Donc bonne réponse, B et D. Question 37. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ce panneau, qu'est-ce qu'il annonce? Donc c'est un panneau de danger avec sa petite croix. Donc ça annonce une intersection où tout le monde devra céder le passage à sa droite. Donc du coup je cède le passage à droite, mais pas à gauche. Hein, c'est uniquement à droite. Donc bonne réponse A et D. Question 38. Je m'arrête? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors dans ces questions, donc juste je m'arrête ou je passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien regarder toute l'image, hein, pour décortiquer s'il n'y a pas un petit indice entre guillemets caché. Donc là ce qui nous intéresse surtout, c'est ce piéton qui est face à un passage pour piéton. Et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Oui, il a une jambe sur la chaussée, donc il va s'apprêter à traverser. Sauf que le problème, il ne regarde pas de notre direction, donc il nous voit peut-être pas.
Donc bien sûr, ici, on va s'arrêter pour laisser passer ce piéton. Donc bonne réponse A. Question 39. Rouler à 70 km/h au lieu de 50 km/h double la distance d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc, on nous parle de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, je vous rappelle, donc c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Attention à ne pas confondre avec la distance de sécurité. Alors, comment calculer la distance d'arrêt? Donc par rapport à l'allure, c'est assez simple. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc par exemple à 50 km/h, le chiffre des dizaines, c'est 5. Et on va le multiplier par lui-même. 5 fois 5, ça fait 25. Donc ce qui nous donne à 50 km/h une distance d'arrêt de à peu près, forcément c'est environ 25 mètres. Donc 25 mètres à 50 km/h. Ensuite, à 70, 7 fois 7, ça nous donne 49. 49, 50, voilà, c'est à peu près environ. Donc 25 mètres pour s'arrêter à 50, 49 mètres pour s'arrêter à 70. On double bien la distance d'arrêt. On passe de 25 multiplié par 2, ça nous donne 50. Donc la distance d'arrêt est bien doublée à 70 par rapport à 50. Donc bonne réponse A. Question 40. Je me déporte pour dépasser. J'ai bien anticipé mon dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc, je fais un dépassement de ce poids lourd. Alors la question c'est est-ce que j'ai bien anticipé mon dépassement, le fait que je me déporte tout de suite. Donc on n'a personne derrière nous, personne qui nous dépasse sur cette voie, on est en sens unique, donc pas de souci majeur. Par contre, c'est la distance de sécurité qui ne va pas. Placé où je suis pour l'instant, est-ce que j'ai une bonne distance de sécurité entre moi et le poids lourd? Donc non, puisque là on est situé sur voie rapide ou éventuellement une autoroute, et il faut laisser 2 grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Ce qui n'est pas le cas ici, on n'a même pas un trait entier. Donc non, le dépassement n'a pas été anticipé. Il aurait fallu, quand on a 2 grands traits, déjà se déporter pour ensuite dépasser le camion. Et une fois qu'on aura une bonne distance de sécurité entre le camion et moi, là on se rabat. Donc là non, par rapport à la distance de sécurité, le dépassement est mal anticipé. Bonne réponse B.